Lancement d'une campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides mardi 28 juin 2022 dans la zone de santé de Kouilou, dans la province portant le même nom. Selon le médecin-chef de zone de santé du Kouilou, c'est depuis 3 ans, soit en 2018, que cette activité a eu lieu. Or, les moustiquaires se doivent d'être renouvelés. Nous avons lancé demain le 29 la campagne de dénombrement couplé à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides en rédaction dans les foyers. Ça fait plus de 3 ans. La dernière campagne de distribution remonte de 2018. Vous savez bien que chaque 3 ans, l'insecticide qui est imprégné dans la moustiquaire devient inefficace. Donc, la moustiquaire qui est distribuée au niveau des ménages, on va contrôler avec des vérificateurs indépendants. Et donc, si cela est prouvé, on vous paye. Donc, le paiement est lié au résultat des enquêtes. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides, prévus pour être distribués gratuitement, se vendent au vu et au su de tous. Pour mettre fin à cette activité illicite, le gouverneur de la province de Kouilou envisage de tenir un point de presse afin d'expliquer à la population ce que risque tout individu qui s'adonne à la vente de ces moustiquaires. Les récalcitrants seront punis sévèrement et les moustiquaires qui vont être perdus vont être payés au double. Celui qui perd 1000 moustiquaires va devoir être amputé de l'enveloppe de paiement du double du prix de marché. Celui qui va perdre le moustiquaire de par sa qualité, l'avoir mal conservé, détruit par autre aléa, va devoir se voir amputé de l'équivalent du prix du marché. Et donc, ce sont des contraintes déjà pour montrer que les moustiquaires doivent arriver à la base, à la cible voulue. Ce sont des ménages. Donc, celui qui atteint le bon résultat aura un fonds, celui qui n'aura pas atteint, et il sera sanctionné au vu des résultats. La moustiquaire imprégnée d'insecticides reste l'un des moyens efficaces pour lutter contre le paludisme en République démocratique du Congo. Sa distribution contribue à sauver de nombreuses vies. Sur ce, cette action devrait s'étendre dans toutes les provinces du pays en vue d'empêcher au paludisme de continuer à faire des victimes. Une mauvaise alimentation a été à la base de l'intoxication de plus de 40 habitants de Kikwit, admis dans plusieurs structures sanitaires de la zone de santé de Kikwit la semaine dernière. À en croire le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kikwit, le docteur Georges Kikoso, ces personnes ont présenté des signes de diarrhée et vomissements. Le diagnostic a révélé que ce malaise découlait d'une mauvaise hygiène alimentaire. Ce sont les gens qui étaient à la fête, qui ont mangé, et puis suivant, ils ont développé des diarrhées et des vomissements. Il n'y a pas de cas graves, personne n'en est décédé. Au niveau de la zone de santé, on a répertorié 43, mais ceux qui se sont présentés dans les structures de santé. Et ceux qui ont fait des petites diarrhées comme ça et des vomissements dans des maisons, nous ne les avons pas tout à fait identifiés. Nous sommes arrivés jusqu'à 43 cas identifiés, dont il n'y avait aucun cas très grave, il n'y avait pas de grave, il n'y avait pas de décès. Ces jours ici, tout le monde se porte bien. À l'hôpital, nous avons réceptionné 6. Les 6 n'ont pas passé plus de 48 heures à l'hôpital. Nous les avons observés le premier jour, le deuxième jour, et puis ils se sont rétablis et ils sont rentrés chez eux. Pour éviter ce genre de situation, le docteur Georges Kikoso recommande une alimentation saine et surtout une bonne hygiène alimentaire. Nous demandons aux gens de bien entretenir les histoires à manger, surtout bien nettoyer, mais aussi se rassurer correctement de la conservation des aliments que les gens doivent manger. Donc, l'hygiène alimentaire, c'est ça même la base. C'est ça notre conseil que nous pouvons donner. Notons que l'intoxication est une maladie causée par l'ingestion d'une eau potable ou des aliments contaminés par des bactéries, des virus, des parasites ou des toxines. Pour éviter l'intoxication, il faut boire une eau potable, pure et saine, ainsi que consommer des aliments bien lavés, bien cuits et bien conservés. Dans le cas contraire, il y a de quoi se retrouver à l'hôpital comme ces habitants de Kikwit.
L'agenda de la pré-COP 27, révélé par la ministre de l'Environnement et Développement durable, renseigne que les travaux préparatoires des assises se dérouleront en République démocratique du Congo en 2 phases, notamment la réunion des scientifiques au mois de septembre à Yangambi au nord-est du pays et la réunion ministérielle en octobre dans la capitale. Dans le cadre de ces préparatifs, la vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, a tour reçu le ministre, gouverneur et vice-gouverneur de provinces forestières, le scientifique congolais et le membre de la société civile pour faire les derniers points sur l'organisation de ce rendez-vous important pour le pays. Les travaux préparatoires seront abrités par notre pays et avec 2 segments. Le premier segment sera en début septembre, du 1er au 3 septembre, ça sera sur terrain à Yangambi, dans la réserve, la biosphère de Yangambi. Et là où nous allons convier les scientifiques pour venir nous donner des éléments de prévention face aux enjeux du climat. Et on va essentiellement mettre en exergue les rôles des forêts, pas seulement les forêts du bassin du Congo, mais de l'Amazonie et de l'Indonésie, ainsi que les autres forêts à travers le monde du nord et du sud. Les 3 et les 5 octobre, il y aura la réunion ici, le segment des ministres du monde. Ça sera à Kinshasa. Selon les précisions données par Eve Bazaïba, la finance climatique de la communauté internationale est évaluée à plus de 2 milliards de dollars américains de la communauté internationale. À présent, les politiciens et scientifiques ont la responsabilité de faire valoir le pays quant à son rôle dans la régulation du climat. La VPM nous a invités pour qu'on débatte d'un bon nombre de points. Il y a d'abord le problème des crédits carbone et elle nous a expliqué suffisamment. Il y a les problèmes de la taxe sur la superficie entre les provinces et la DGRAD. Il y a aussi le problème de la gouvernance forestière. L'organisation de la pré-COP 27 en RDC constitue une opportunité pour concrétiser le point 208, axe 44 du pilier 10 du programme d'action du gouvernement. Les scientifiques attendent apporter main forte au gouvernement afin de rendre affirmatif le leadership de la RDC sur le plan africain et mondial dans le domaine de la gestion des eaux, des forêts et de la biodiversité. Et donc, pour cette COP27, c'est une continuité. Les scientifiques vont réfléchir et ils vont nous donner leur contribution par rapport à ce qui doit être fait pour préserver ces ressources ou pour les mettre en valeur pour en faire bénéficier les fils du pays. Et aussi, qu'est-ce qui est déjà fait en cours? Parce qu'il y a plein de choses que nos universités font, des recherches, des travaux de terrain, ce qu'on appelle les recherches-actions, que nos scientifiques, nos universités, professeurs, centres de recherche font, qui ne sont malheureusement pas connus et donc qui ont tendance à ne pas être valorisés. Les différents membres des organisations de la société civile environnementale, sensibilisés à ces jours, ont promis d'organiser des activités de sensibilisation de masse à leur tour pour inciter davantage le monde sur l'urgence à faire pour résoudre les questions climatiques mondiales. Nous sommes dans un combat de plus de 2 décennies et à cela nous avons pas mal d'initiatives en termes de mobilisation, en termes de communication. C'est juste une question de prendre à bras le corps toutes ces initiatives qui existent et de pouvoir le mettre en valeur pour un développement, un Congo plus vert et pour que nous soyons vraiment appelés pays solutions comme nous le voulons. Signalons que la COP27 se tiendra au mois de novembre prochain en Égypte. Le gouvernement congolais a par le truchement de la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable dévoilé le logo de cette grande réunion climatique. Il s'accompagne d'une incitation d'investissement privé américain pour appuyer la vision de la RDC, pays solution de manière collective et la mise en place d'un groupe de travail RDC-USA composé de 10 experts, dont 5 pour chacun de 2 pays.
Malgré son important gisement en énergie, la République démocratique du Congo est classée parmi les États africains disposant d'un faible taux de desserte en électricité pour ses millions d'habitants. La RDC, par ses espaces à ciel ouvert et ensoleillés, dispose d'un potentiel en énergie solaire et éolienne. Pour un pays où l'énergie utilisable est dissipée annuellement par les rapides et les chutes d'Inga s'élève à environ 370 000 kWh, la marche vers les énergies renouvelables est un geste écologique assez manifeste face à un monde en proie des conséquences des changements climatiques. La tendance actuelle, c'est les énergies renouvelables, on parle des réchauffements climatiques et consorts. Et ce qui m'a vraiment motivé, moi, à pouvoir mener des recherches dans ce type d'énergie, c'est le taux de desserte en électricité. Avec une éolienne, on peut faire l'électrification dans un site isolé. Donc, je peux concevoir une machine, je l'installe et vous pouvez produire localement et consommer l'énergie localement. Bénéficiant des excellentes conditions climatiques, les pays peuvent desservir les zones dépourvues des ressources hydrauliques sur toute l'étendue de la République. Alors, dans la production d'énergie électrique, il ne suffit pas seulement de produire. Donc, on doit produire, on doit faire le transport et on doit distribuer. Donc, les technologies, par exemple, concernant les solaires, il y en a, mais bon, investir dans le solaire, c'est aussi un problème. Mais l'éolienne, jusque-là, bon, je n'ai pas encore vu une technologie propre pour nous, le Congolais. Rappelant ainsi l'engagement de la RDC à la conférence des partis, les scientifiques congolais sont convaincus que les énergies éoliennes sont prêtes à jouer un rôle économique important au pays, ainsi qu'à approfondir les opportunités, perspectives de développement du climat des affaires. Si, par exemple, je pourrais avoir l'accès, par exemple, à d'autres matériels comme les aimants, il y a des aimants qui sont vraiment puissants, des aimants de type néodyme que j'ai déjà vu sur Amazon. Je peux faire une commande. Bon, l'autre fois, j'avais fait des commandes pour espérer faire, fabriquer, concevoir une éolienne de type qui peut avoisiner de 2000 watts, donc 2 kW. Mais je n'ai pas pu. Donc j'avais perdu l'argent comme ça. On avait fait une commande et c'était vraiment des longs processus et l'argent s'était perdu comme ça. Mais si je pourrais avoir la possibilité d'avoir toutes les pièces sur place, surtout les aimants, là je peux aller même à 3 kW. Pour entamer cette migration énergétique, il faut que la volonté de voir se développer ce secteur capital pour la diversification de l'énergie nationale soit préoccupante par les autorités ainsi que la détermination de la population soit au rendez-vous. Le concombre est un fruit d'une plante potagère herbacée, râpante, de la même famille que la calebasse africaine. Botaniquement, il est consommé comme un légume. Né selon toute vraisemblance dans le nord de l'Inde, il est très tôt propagé vers la Chine et le Moyen-Orient. Ensuite cultivé sur le bord du Nil par les Égyptiens qui en consomment beaucoup et remettent en offrande à leur dieu. Celui-ci est l'un des légumes le moins calorique et pour cause, il est composé à plus de 96% d'eau. À Kinshasa, ces légumes sont vendus partout dans les étalages d'épices ou à même les sols au bord des artères de la ville. Il peut se garder croquant jusqu'à une semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur, signalant que le concombre est un légume mangé et apprécié par tous les Congolais.